Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Raluca Alexandrescu, politologue, maître de conférence à la faculté de sciences politiques de l'Université de Bucarest, dont elle a d'ailleurs été la vice-doyenne de 2015 à 2019. Raluca Alexandrescu est une parfaite francophone. Elle a notamment effectué la première partie de son cursus universitaire en français. Professeur invité à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris en 2015, Raluca Alexandrescu enseigne également de façon régulière à l'INALCO, l'Institut national de langue et civilisation orientale à Paris. Raluca Alexandrescu, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous inviter. Alors, je vous propose de commencer cet entretien par ce que montre une étude de la société de conseil en communication Grayling. Alors, j'ai regardé un petit peu leur site, hein, ça a l'air d'être une belle société de conseil en communication internationale. Enfin bon, qui dit que la Roumanie serait le pays d'Europe centrale et orientale ayant adopté le plus grand nombre d'actes normatifs en 2022, la plupart initiés par le gouvernement, c'est-à-dire 60% d'entre eux, le Parlement n'ayant réussi à conclure le processus législatif que pour 15% des ordonnances approuvées par ce même gouvernement. Alors, selon vous, qu'est-ce que cela dit de l'état de la démocratie en Roumanie et de son système politique? C'est clair que ça confirme une tendance qui existe depuis bien longtemps dans le système politique roumain. Ce n'est pas la première année que ce phénomène est constaté. Mhm. Et donc, finalement, c'est une question qui va au moins dans deux directions différentes. Une première direction, et peut-être la plus visible, la plus palpable même aujourd'hui, ces derniers jours, je dirais même, c'est le fait qu'il y a un sentiment croissant de propagande parlementariste en Roumanie. C'est-à-dire que même au cœur du système des partis, au gouvernement en opposition, on a le sentiment que le Parlement devient moins un centre de la souveraineté, de l'exercice suprême de la souveraineté, du pouvoir législatif, et plus une scène sur laquelle différents acteurs, plus ou moins légitimes, propagent leur discours et leur message. Et donc, de ce point de vue, l'antiparlementarisme convient à ces acteurs qui ne sont pas nécessairement les outils de la démocratie, mais plutôt les outils du populisme, de la démagogie et des fake news, etc. Donc ça, c'est en fait une première grande direction. Il y a bien sûr beaucoup à développer, mais on pourra le faire un peu plus tard. Une deuxième direction, c'est en fait le système même de la constitution roumaine telle qu'elle a été conçue en 91, après la Révolution, donc, et ensuite revue en 2003, mais juste dans les parties qui convenaient à l'adoption de l'acquis communautaire en vue de l'adhésion à l'Union européenne. Donc, grosso modo, on a une constitution qui était conçue au lendemain des changements de la chute du régime communiste, qui a été conçu en fait en regardant de très près, je dirais de trop près, en certains points de vue, la constitution de la Ve République française, et qui, d'une autre part, a été finalement dressée contre cette vision d'une emprise monopolistique du pouvoir. Donc, une sorte de dissolution de l'autorité, mais en même temps d'une accroche un peu trop grande sur la question du pouvoir exécutif. Et donc, le Raluca pouvoir, Alexandrescu, excusez-moi, je oui, vous coupe. oui. La Roumanie est vous me direz si je me trompe, mais c'est un régime parlementaire semi-présidentiel, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est Alors ça. qu'est-ce que ça C'est-à-dire veut dire que semi-présidentiel?
Ah, oui, ça c'est la question en fait, parce que pour faire les choses un peu plus claires, en résumant un tout petit peu, on a donc un parlement bicaméral qui a des compétences d'ailleurs assez synonymiques entre le Sénat et la Chambre des députés, ce qui est une des premières finalement questions à se poser quand on parle du pouvoir parlementaire, parce que en fait c'est un télescopage en fait des deux chambres qui ne sont pas nécessairement très productives dans leur dessin Parce qu'elle se complète mal, en fait. voilà, exactement. Et c'est en fait un manque de, finalement, de complémentarité. Voilà. Parce que c'est une synonymie des compétences, plus ou moins. Bon, on a essayé de raffiner un tout petit peu sur les lois organiques, mais la chose reste quand même un problème dans la Constitution roumaine. Bon, donc ça, c'est le Parlement. Ensuite, on a un système de l'exécutif, de l'organisation du pouvoir exécutif, qui est bicéphale, pour ainsi dire, c'est-à-dire qu'on a un président et un exécutif. Le président est élu au suffrage universel, mais il collabore beaucoup plus que, par exemple, dans la Constitution de la Ve République française, avec le Parlement dans la nomination du Premier ministre. Donc, il n'a pas en fait ce droit de regard plus ou moins définitif que le président français a sur la nomination du cabinet. Mais il a le Voilà. Donc, pouvoir de révoquer le Parlement à tout moment. le président, non, c'est un peu plus compliqué. Le Parlement peut être dissous, Oui. mais dans des conditions qui, après 30 ans, même plus d'exercice du régime politique post-communiste, n'a jamais été atteint. C'est-à-dire que il pourrait éventuellement dissoudre le Parlement si 3 nominations consécutives du Premier ministre seraient rejetées par le Parlement. Ce qui, je répète, en dépit des nombreuses situations où la nomination du Premier ministre a été un sujet de combat politique, même pas de débat, mais de combat politique, ça n'est pas arrivé. Bien sûr que ça porte d'une manière très importante sur la décision des parlementaires qui ne se retrouvent jamais dans la situation de renoncer volontairement à leur mandat. C'est ça la question en fait. Et donc c'est un système qui, d'une manière plus ou moins composite, n'assure pas en fait un rôle prédominant du Parlement et bien au contraire sape dans un certain sens l'autorité et la popularité même du Parlement. Est-ce que par rapport à ce que vous dites, est-ce que on a un petit peu souvent l'impression que le Premier ministre est celui qui vraiment tient les rênes du pays plus que le président? Bon, ça pourrait être une question d'image aussi, vous savez, parce que, bon, constitutionnellement parlant, oui, le Premier ministre a une marge assez importante pour mener à bien l'agenda, pour ainsi dire, et bien plus que ça pour imposer un agenda. Mais dans la politique réelle, dans la pratique politique réelle qui nous intéresse également, à regarder un peu le fonctionnement du cabinet de l'exécutif, disons pour la dernière législature, on n'a pas vraiment l'impression que c'est le Premier ministre qui dicte vraiment les décisions essentielles. C'est une combinaison, si vous voulez, entre l'agenda qui vient de la part du président de la République. Ensuite, il y a aussi un agenda qui vient de la direction de la coalition, puisque n'oublions pas que dans la dernière législature, on a un gouvernement de coalition. Actuellement, en plus, on a des tractations pour agrémenter
le protocole de coalition par ce qu'on appelle une rotative gouvernementale, c'est-à-dire que l'année dernière, quand on a mis au point l'actuelle coalition formée du Parti social-démocrate et du Parti national-libéral, on a essayé d'équilibrer les choses et donc on a décidé de faire une année pour un parti à la tête du gouvernement et une année pour un autre parti. Actuellement, c'est le Parti social-démocrate qui se prépare à reprendre le poste de Premier ministre et bien sûr avec moult négociations en matière de portefeuilles gouvernementaux. Raluca Alexandrescu, pour revenir au président, au pouvoir du président, donc Klaus Iohannis, ces pouvoirs-là ne se limitent pas à la défense et aux affaires internationales. Il a son mot à dire aussi sur la politique interne, mais comment exactement? D'une manière plus ou moins, disons, formelle. C'est-à-dire que, de nouveau, si on lit la Constitution, on voit bien que, comme tout président qui se respecte, dans l'exercice de la souveraineté du peuple, il a comme prérogative certainement les affaires extérieures et aussi des questions de sécurité. Voilà, il préside par exemple le Conseil national de sécurité. Donc, il a des compétences dans ce sens-là. Néanmoins, dans la dernière partie de ce mandat, de toute façon, de la présidence, mais pas seulement, on est au deuxième mandat de Klaus Iohannis, je rappelle pour nos auditeurs, le président a conçu un agenda qui mène aussi une politique de réformation de l'éducation, par exemple. Ça, c'était le projet avec L majuscule, P majuscule de l'administration présidentielle depuis presque le début du premier mandat. Ça s'appelle la Roumanie éduquée. Et cette Roumanie éduquée, en tant que projet, a été promue par le biais des structures présidentielles dans le gouvernement. Et maintenant, il y a un lien encore plus évident et plus direct, puisque l'actuelle ministre de l'Éducation, Madame Ligia Deca, est une ancienne conseillère justement sur l'éducation du président Klaus Iohannis. Donc, la continuité de ce projet de l'administration présidentielle vers l'exécutif, vers le gouvernement, est encore plus claire. Elle est non pas seulement dressée par des projets, mais aussi par des personnes. Et donc, j'invoque en plus ce projet très important pour l'administration présidentielle, puisque actuellement, on est en débat concernant les deux lois de l'éducation, l'éducation pré-universitaire et universitaire. Et on est en plus en plein développement d'un mouvement de protestation syndicale qui d'ailleurs donne l'impression de s'être réveillé un tout petit peu. Les syndicats de l'éducation ont manifesté hier sur les rues de Bucarest. Ils étaient 10 000 manifestants à exiger non seulement une amélioration des salaires, mais aussi des changements dans la loi de l'éducation qui est maintenant encore en débat parlementaire. Alors, voilà, donc quand je vous écoute, le président... oui. Excusez-moi, oui, je vous coupe une nouvelle fois, Raluca Alexandrescu, excusez-moi. Quand je vous entends, j'ai l'impression que les relations entre le président roumain et le Premier ministre roumain, même si elles peuvent être tendues, on l'a vu à plusieurs reprises, et quelque part, si elles fonctionnent dans ce régime semi-présidentiel, semble-t-il qu'elles peuvent être tout à fait saines et que c'est un système peut-être plus à même de gérer un pays comme la Roumanie par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui en France où on critique un régime présidentiel trop fort, où le président, certains disent que le président a trop de pouvoir. Quand on regarde le système en Roumanie, peut-être qu'il est, selon vous, théoriquement en tout cas, plus sain?
Théoriquement, même théoriquement, on aurait beaucoup de choses Redire, à ouais. changer dans la Constitution, par exemple, parce que de toute façon, la Constitution euh, qui a été, comme je disais tout à l'heure, adoptée en 91, est une Constitution hybride. Elle picore d'ici et de là des éléments et le résultat, ce n'est pas nécessairement un Frankenstein constitutionnel, mais de toute façon, c'est un pauvre résultat par rapport à ce qu'on devrait avoir. Mais donc, en théorie, disons que ça devrait quand même aller. Mais en pratique, on se heurte non pas nécessairement à un pouvoir autoritaire président, parce que j'essayais d'expliquer un peu en arrière, c'était en fait une volonté, au moins ça c'était cohérent, une volonté 2 ans après la chute du régime communiste de mettre un peu un frein à l'abus du pouvoir totalitaire. Ça c'était on doit le reconnaître, c'était une préoccupation capitale de ceux qui ont débattu sur la Constitution à ce moment-là, dans l'Assemblée constituante. Donc ça, on est peut-être à l'abri d'un pouvoir totalitaire de ce point tyrannique, pour ainsi dire, en utilisant un langage à l'ancienne. Mais Ce qui n'est pas mince quand on voit ce qui se passe en Europe, dans certains pays de la région, où les systèmes politiques peuvent basculer un régime populiste, nationaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être que c'est pas si mal que la Constitution soit ainsi en Roumanie quand on voit ce qui se passe ailleurs. oui, c'est pas mal de mettre un frein à la tyrannie, mais vous savez, la tyrannie a beaucoup de visages et beaucoup d'acteurs. Et donc, il suffit pas, en fait, de concevoir des freins à la présidence, au président. Il est utile aussi de réfléchir à un système démocratique dans le sens large du terme et dans le sens complet du terme, parce que envisager un système démocratique, ça ne mène pas uniquement à mettre un frein aux abus d'autorité d'une seule personne, par exemple le président, mais aussi de mettre des freins à l'abus d'autres formes et d'autres acteurs qui mènent au populisme. En Europe, je dirais actuellement, ce n'est pas en fait le danger d'un pouvoir tyrannique d'une seule personne, mais c'est plutôt le pouvoir populiste de plusieurs acteurs qui se concertent. Et ça, je pense que c'est un danger qui n'est pas du tout mis à l'écart par notre Constitution et de toute façon par la pratique politique, parce que il faut le redire, la Constitution est une chose, la pratique politique peut être une toute différente chose. Et actuellement, le système constitutionnel tel qu'il est présent, il est peut-être en mesure de nous garantir de nous protéger contre un abus autoritaire d'une seule personne, mais il n'est pas en mesure de nous protéger contre les dérapages populistes qui seraient justement en train de se produire sur le terrain d'un parlementarisme faible. Et avec ça, on revient en fait à cette question de l'antiparlementarisme essentiel, je dirais, fondateur du système politique roumain d'après 89. C'est une sorte je dirais même une pathologie du régime politique roumain d'après 89. Il ne s'en est pas encore remis et on est loin de là, je dirais. Je crains que les dernières tendances qui sont visibles sur les télés même, on aura peut-être l'occasion d'évoquer ces derniers événements qui se sont produits hier, par exemple. Donc, on voit très bien que ces forces politiques plus ou moins officielles, plus ou moins parlementaires, sont plutôt en mesure d'influencer l'agenda, de pousser en avant des thématiques qui ne sont pas nécessairement à l'encontre des besoins réels des citoyens, mais qui font l'agenda d'autres types de propagande. Et ça, la Constitution n'en dit pas beaucoup.
Ouais, ouais. En tout cas, je vous remercie, Raluca Alexandrescu, pour ces précisions sur la Constitution et autres. J'avais envie qu'on en discute un petit peu parce que ce sont des rappels importants. Alors, pour rentrer dans le sujet politique dur, comme on a commencé à le faire, pourquoi, selon vous, une opposition modérée, démocratique, n'arrive pas à s'imposer en Roumanie? Je pense évidemment à USR qui voilà, qui stagne dans les sondages et dans les élections de ces dernières années. Comment se fait-il qu'il y ait toujours une mainmise d'un côté des partis classiques, je pense au PCD, au PNL, puis d'un autre côté un parti populiste, AUR, qui prend des forces. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir une opposition qui arrive à s'imposer? Euh, Ça, c'est la question en ce qui concerne le paysage politique roumain actuel. Bon, je commencerai par les dernières données d'un sondage, en fait, pour avoir quelques chiffres sur le tapis. Bon, on prend les sondages comme on prend les sondages, c'est-à-dire avec des pincettes, puisque on le sait très bien, les sondages sont commandés par des partis politiques ou par d'autres acteurs qui seraient peut-être intéressés. Donc, du coup, les sondages ne sont pas nécessairement la source la plus fiable, mais on est une année avant les élections, donc on a quand même l'intérêt de regarder un peu les chiffres par rapport à ce que les partis actuellement parlementaires peuvent espérer dans les élections. Et on a donc un sondage INSCOP, par exemple, qui a été publié en mars dernier et qui a été commandé par le Parti national libéral, d'ailleurs, il faut le dire. Et là, on a 31,7% qui vont voter avec le Parti social-démocrate, intention de vote. 22,3% intention de vote avec le Parti national-libéral, 18,2% avec AUR, l'Alliance pour l'unité des Roumains, le parti extrémiste, 11,2% avec l'USR, l'Union Sauver la Roumanie, et bon, et ça continue avec l'UDMR, la formation de la minorité hongroise, qui a toujours su rentrer dans le Parlement, même si dans ce sondage, elle n'est pas cotée avec le seuil nécessaire de 5%, mais on n'a jamais vu dans les élections des dernières 33 années l'UDMR sortir du Parlement. Et on continue avec quelques formations qui, de toute façon, ne sont pas, même dans ce Parlement, elles ne sont pas présentes. Donc, on n'a pas seulement une stagnation de l'USR, ce parti qui promettait beaucoup, d'ailleurs, lors des dernières élections et d'avant-dernières élections, je dirais même, parce que il a été élu, il est devenu parti parlementaire en 2016. Je rappelle que l'USR a remporté dans les élections de 2020 15%. Et maintenant, donc, dans les sondages, il est à 11%. Et non seulement qu'il est dans les sondages à 11%, mais il paraît que dernier chiffre indique une baisse encore plus importante. Tandis que l'AUR, qui a fait d'ailleurs la vedette des médias ces derniers jours, qui est un parti populiste, nationaliste, pro-russe, même plus ou moins ouvertement, et maintenant talonne de très très près le Parti national libéral, qui est un parti de coalition. Donc voilà un peu sur les chiffres crus le paysage qui nous attend dans les prochaines élections de 2024. Maintenant, pourquoi l'USR n'a pas réussi? Pourquoi, en fait, un discours équilibré
social-démocrate, par exemple, n'aboutit pas, après 33 ans, de se créer, de se frayer un chemin dans le discours politique roumain. Il y a plusieurs causes à cela. La première, je dirais, pas nécessairement la plus importante, mais la première qui est visible ces derniers jours, est en fait une propension d'une majorité du public roumain, qui est d'ailleurs assez explicable, pour des théories identitaires et des théories essentialistes. Donc, en fait, la situation Dis-moi, quand vous dites théorie essentialiste, c'est-à-dire que on a tendance à favoriser un discours donc identitaire qui promeut la qualité d'être roumain, hein, la vocation d'être roumain, la prééminence de la nation roumaine envers d'autres. Donc un discours nationaliste, essentialiste, parce que on dit que l'essence du peuple roumain est en fait une vocation de la grande nation. Et donc, c'est un discours qui, comme on le sait tous d'ailleurs, a beaucoup plus de succès dans des périodes chaotiques ou troubles. Et on est en fait en plein, finalement, maintenant, dans une période post-pandémique, dans une période où on a une crise globale de nouveau qui se présente, dans le contexte de la guerre en Ukraine, dans le contexte d'une inflation, et n'en parlons plus du contexte du changement climatique. Mais de toute façon, on n'est pas nécessairement dans une période sereine. Et donc, dans cette période où la population roumaine souffre, elle s'appauvrit de plus en plus, on a bien sûr tendance à faire appel et à écouter beaucoup plus des théories qui nous disent que il faut trouver le sauveur ou les sauveurs, que les sauveurs sont ceux qui mettent le peuple roumain en premier. Hein. Ce n'est pas d'ailleurs quelque chose de très innovatif. Hein. America First et avant ça, d'autres types de nations qui sont en premier aménagent un spectacle très abondant d'ailleurs dans la politique globale. Donc ça, c'est la première cause pour laquelle un discours plutôt extrémiste ou populiste ou nationaliste a la vocation de gagner plus de voix aujourd'hui. Parce qu'on voit très bien que la classe politique actuelle ne réussit pas à mettre au point des politiques qui soient capables de résoudre des problèmes stringents, ardents dans le paysage social du pays. Et d'autre part, il y a un manque de plus en plus évident de confiance dans la capacité des partis et des idéologies, des doctrines politiques classiques, pour ainsi dire, de résoudre ces mêmes problèmes. Donc, ces deux facteurs contribuent essentiellement à la croissance en écoute et en succès de ces formations politiques, acteurs politiques et sociaux ce qui... que vous disiez, pardon, excusez-moi, ce que vous disiez Oui, auparavant aussi sur le fait que il y a un paysage médiatique qui encourage ce genre de tendance. Dernièrement, la semaine dernière, je crois, l'association Reporters sans frontières, qui fait un classement des pays selon la liberté de la presse, eh bien, positionner la Roumanie, je ne sais plus à quelle place, mais toujours avec ce problème endémique de qui détient les médias d'une part, et puis d'influences qui sont éventuellement pro-russes ou populistes, toujours plus présentes dans les médias. Alors, il y a ça. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y a, et ça c'est différent, et c'est nouveau par rapport
il y a quelques années, des médias comme, je pense à Reporter, par exemple, Recorder, pardon, excusez-moi, Recorder.ro qui fait un très bon travail, hein, il y en a quelques autres, mais c'est vrai que les grands médias traditionnels, on voit qu'il y a une tendance quand même à encourager ces mouvements extrémistes. Là, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire par rapport à ça, par rapport à ces médias qui manquent de transparence? Euh, le problème des médias est très imbriqué, complexe parce que d'une part, on a en fait les médias classiques, pour ainsi dire. Hein, les médias classiques qui sont plus ou moins, bon, grosso modo, les télévisions, hein, de toutes sortes. Ces télévisions en Roumanie sont dans leur grande majorité des télévisions de parti ou de voilà, même si ce n'est pas ouvertement déclaré, on sait très bien qu'il y a un financement qui Un financement direct, c'est ça, oui, financement direct des partis direct ou vers. par des Ouais. sociétés Mm. interposées. On a beaucoup discuté en fait de ce type de problème des financements des médias lors d'un débat qui était à la une l'année dernière concernant le financement des partis politiques et différents types de situations dans la marge de la loi concernant ce type de dépenses des partis politiques. Donc, il y a bien sûr des schémas où on ne réussit pas, on n'arrive pas à reconstituer directement le trajet entre je ne sais pas, l'argent du parti et une télévision une autre, une chaîne de télévision une autre. Mais au bout du compte, on a quand même une trace. Donc ça, et c'est évident si on fait une analyse qualitative. Euh, j'ai aussi des étudiants et des étudiants dans la faculté de journalisme qui font ce type d'analyse pour le travaux de licence, par exemple. On a de think tanks qui s'occupent de ce type d'analyse. On voit très bien qu'il y a un agenda d'un tel ou tel parti qui se présente plus ou moins ouvertement dans la production médiatique. Bon, ça c'est un chapitre. Et ici, on n'y peut pas, on peut pas faire grand chose pour changer finalement les tendances parce que c'est une question d'argent. Deuxième grand volet, c'est ce que dont vous parliez. Heureusement, il y a ça aussi. Donc, ce sont des Jeunes sources médias, oui. médias, voilà, des chaînes sur YouTube, sur d'autres types de voilà de fournisseurs qui sont des médias indépendants et qui s'autofinancent sans crowdfunding ou d'autres types de financement et qui réussissent donc à garder leur indépendance par rapport aux autorités politiques. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même couverture médiatique et et le public qui regarde en fait ce type de chaîne, c'est quelque chose de très paradoxal, mais c'est comme ça. C'est un public qui les cherche. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose sur, je ne sais pas, qu'on découvre comme ça spontanément. Et d'ailleurs, ici, hélas, il y a aussi le grand problème qu'on vient d'ailleurs de commencer à confronter, c'est le problème des algorithmes. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, on cherche des chaînes comme ça parce qu'on connaît qu'il y en a et donc on essaie de se documenter davantage. Mais ce message ne perce pas en fait ce grand mur qui sépare en fait les médias de qualité des médias de propagande et les médias troisième disons volet les réseaux sociaux. Et ici c'est la jungle. On a d'ailleurs une recherche qui était publiée en avril. C'est un think tank qui fait des études concernant le problème des
réseaux sociaux et des discours surtout sur les conspirationnistes et fake news. C'est un think tank appelé Global Focus. Et ce think tank a découvert en fait que la plupart des messages populistes, conspirationnistes, fake news se propagent sur les réseaux sociaux et que en fait l'agenda de ce public qui est de plus en plus captif de ces réseaux sociaux, Facebook notamment en Roumanie, la plupart donc tirent leurs informations de ce type de réseau et pas des télévisions, pas des chaînes de télévision. Et ce que vous On dites a, est très vrai. Pardon, excusez-moi, je vous oui, coupe. oui, oui, Sur les algorithmes, il y a notamment en France quelques experts qui se sont penchés sur ce problème des algorithmes qui sont pensés surtout pour qu'on reste le plus longtemps face à nos écrans et qui font la promotion surtout de ce qu'il y a de plus extrême, de plus primitif même en nous. Et donc, c'est vrai que ça, c'est ce que vous dites, hein, les réseaux sociaux ont tendance à encourager les discours radicaux. Et ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je suis content que vous en parliez parce que j'aimerais qu'on termine notre entretien là-dessus. Je sais que vous écrivez dans la presse et pas seulement sur la constitution en Roumanie ou la politique. Par rapport à la question de la modernité et donc voilà, c'est à ces réseaux sociaux, à ces nouvelles technologies qui ont une emprise sur tout le monde et notamment sur ceux qui ont moins d'armes pour se défendre par rapport à cette emprise. Quel est votre sentiment? Est-ce que parfois vous n'avez pas, en tout cas moi c'est un petit peu le sentiment que j'ai envie de dire aux Roumains de bien penser leur modernité. Et pour revenir à la politique, j'attends qu'il y ait des leaders qui, ici comme ailleurs, puissent parler de la modernité, de l'avenir dont nous avons envie, d'une façon un petit peu plus objective et en prenant compte des dangers qui nous menacent, notamment par rapport aux réseaux sociaux et autres. ah oui, ça c'est une question qui me tient au cœur et qui d'ailleurs n'a pas l'air de se résoudre, sauf si on parle d'un cercle de spécialistes et Mais je pense que d'universitaires. enfin, moi personnellement, je trouve que il y a vraiment un manque, il y a un désert complet par rapport à la critique qui pourrait être faite face à ce qui, voilà, ce qui nous entoure et ce qui est face à nous tous les jours, hein, ces écrans. Est-ce que vous sentez quand même parfois des bribes chez vos étudiants? Par exemple, je vois qu'aux Ah États-Unis, oui, il y a de plus en plus de jeunes qui sont nés avec un écran, mais qui revendiquent une indépendance par rapport à ça. Est-ce qu'en Roumanie, vous sentez un peu le début de mouvements contestataires par rapport à cette modernité qui se veut uniquement technologique? en Roumanie, c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, bon, il y a une modernité technologique qui est bonne. Bon, et je pense que c'est pas en Roumanie que c'est compliqué, c'est partout, Mm. qui est bonne et qui est utile et qui est fertile et qui peut nous aider. C'est, en fait, ce n'est pas nécessairement l'outil en soi, mais la manière dont on fait usage qui est plutôt le danger. Et donc ici, je pense que bon, par rapport aux États-Unis, par exemple, on est mieux en Europe, même si ça peut pas nécessairement être évident. Mais en Roumanie, bon, si on parle des étudiants, si on parle des jeunes en général, j'ai l'impression que il y a quand même une tendance à examiner d'une manière plutôt critique ce qui nous vient en fait de ces réseaux sociaux en matière, par exemple, de manipulation de fake news. Si je parle de mon domaine qui est représenté par les sciences politiques. Donc, mes étudiants, on essaie de leur expliquer, de leur apprendre des techniques pour finalement
s'orienter, hein, comment atterrir, pour citer Bruno Latour, comment atterrir ou se poser. D'autre part, il y a une grande, peut-être, bon, je ne sais pas si majorité, mais de toute façon, il y a une importante quantité de gens qui ne sont pas nécessairement en mesure d'exercer cet esprit critique. Et là, on tombe vraiment sur cette population appauvrie, mal éduquée et qui est tout à fait captive de ces réseaux sociaux dominés par la propagande nationaliste, orthodoxiste. Notons que malheureusement, à propos de cet esprit critique et de cette capacité d'examen logique, informé des choses qui sont présentées devant nous, le ministère de l'Éducation a initié dans les fameuses lois de l'éducation dont j'ai parlé au début de notre rencontre, a cru bon d'éliminer des disciplines enseignées au lycée, la logique et la pensée critique. Donc là, on n'aura plus de baccalauréat, par exemple, qui sont en mesure de tester les connaissances et les compétences des élèves dans ces domaines-là. En opposition, pour garder quand même cette image un peu glauque de ce qui nous attend, malheureusement, on a introduit la religion comme discipline optionnelle au bac. Et je peux dire franchement que ça, c'est une incongruence tout à fait incompréhensible au XXIe siècle. On est le pays où on enseigne le plus la religion de la première année de primaire jusqu'à la dernière année de lycée. Donc, je pense et on l'enseigne d'une certaine manière qui ne suscite pas nécessairement l'examen critique et l'esprit critique. Et donc, je pense que ce type de conception de design de la société, ce type de promotion de valeurs nationalistes qui ont comme pilier de la nation la langue, l'identité, l'armée et l'Église, sont des prémices pas nécessairement favorables pour l'entrée dans une modernité réelle. Et je dirais donc que la technologie, en ceci, elle sert aux narrations. Hein. La technologie en elle-même n'est rien qu'un outil. C'est les narrations qui la complètent, qui la dirigent, qui la mène à agir d'une manière ou d'une autre. Et je citerai en fait parce que je suis tombée sur une citation qui m'a frappée. Hein, c'est juste pour vous donner un exemple. Le futur Premier ministre, apparemment, hein, le président du Parti social-démocrate, dans une intervention le 17 mars, hein, Marcel Ciolacu, voilà, déclaré à propos de ce débat justement concernant la religion comme discipline de baccalauréat que il faut en fait embrasser, saluer cette initiative du ministère parce que autrement nous ne survivrons pas. Et je cite, nous ne pouvons pas modifier nos valeurs, nous perdons notre identité nationale. Ce n'est pas un hasard si l'Église et l'armée sont en tête des sondages, ce sont les deux piliers. Ça, c'est en fait une déclaration du président du Parti social-démocrate. Ça répond aussi à la question, est-ce qu'on a une social-démocratie en Roumanie? Je pense que ces mots répondent d'eux-mêmes. Raluca Alexandrescu, je vous remercie pour vos propos. Comme je disais, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous interviewer dans le micro du soir. Merci d'avoir été avec nous depuis Paris et bon retour. Merci. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 19h15. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le site rfi.ro et également sur la page Facebook de RFI. Merci infiniment. Week-end Placout. Au revoir.